Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps, j'espère que ça va mieux surtout. J'espère que ça va mieux, mais ça c'est à vous de me le dire dans les plus brefs délais. Voilà. Bon, vous aussi vous m'avez manqué. Mais voilà, j'espère que ça se passe mieux. J'espère que ça se passe mieux. Parce que c'est vrai que c'est un peu la galère. Si même le son c'est compliqué, j'avoue que la caméra c'est un peu optionnel, c'est juste parce que je suis un peu égocentrique et que j'aime bien voir ma tête. Ouais, c'est mieux pour vous? Si c'est mieux pour vous, ça serait cool. Beaucoup mieux. Ah bah... ok, bah je comprends pas parce que j'ai absolument rien changé comme réglage. Donc écoutez, rebonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On est toujours là pour parler du Krakito Isaac Adjar, de voilà, la roue à tourner. Il a fait deux super courses. Il a fait deux super courses. Donc écoutez, on en était où Je rêve où Percy a investi dans des modos Twitch. Non, normalement non. Mais, enfin, oui, si, bah si. Hormis ma fiancée qui est toujours là, en effet, fidèle au poste, et qui est la première modératrice sur le chat. Euh, bref, double victoire sur la piste d'Isaac, surtout en vrai, au-delà de la performance en piste, de voilà, c'est très bien, on l'a vu deux fois sur les podiums, avec les l'hymne, etc. C'est surtout la force de caractère. C'est surtout vraiment la force de caractère pour rebondir entre samedi où voilà, il perd sa victoire sur une décision controversée, voilà, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, ça reste controversé. Il y a quand même eu Campos qui a fait un appel, etc. Voilà. En attendant, voilà, il a quand même réussi à se remobiliser et on sait que le caractère d'Isaac, voilà, il est connu pour ça. Il est connu pour ça, pour son caractère un peu bouillant, et on sait que ça peut vite partir en vrille avec Isaac. On l'a un peu vu, on l'a un peu vu l'an dernier quand même. Donc voilà, il s'est remobilisé de la meilleure des manières en le montrant sur la piste. Et c'est génial. Enfin, c'est exactement ce qu'on veut voir, ce que Red Bull veut voir. Même la qualif, il n'a pas vraiment de chance encore. Ouais, non, non, carrément, puisque alors il fait huitième en qualif, ce qui n'est pas catastrophique, mais son dernier tour, il peut pas le finir à cause du drapeau jaune causé par Enzo Fittipaldi. Avant ça, il jouait le top 3. Avant ça, il était dans le top 3. Et à Bahreïn, il avait aussi fait deuxième en qualif avant d'être percuté par Porto Leto, etc. Honnêtement, là, il commence à vraiment répondre aux attentes. Est-ce que les résultats de l'appel de Campos, que Campos a fait ont été annoncés? Malheureusement, oui, hein, ça a été rejeté. Ça a été rejeté, puisque en fait, les éléments nouveaux de Campos, c'était juste pour dire, ce que je dis, c'est que il y a eu plein d'incidents similaires les dernières années et que ça avait été jugé en no further action, il n'y avait pas eu de pénalité. Donc il y a Campos qui a dit ça, qui a voulu faire appel, mais les commissaires ils se sont dit bon, on s'en fout. Donc voilà. Bon, tant pis, Isaac reste sixième de cette course sprint officiellement dans le championnat, sixième avec le point du meilleur tour. Donc voilà, mais sur la piste, il a été exceptionnel dans l'attitude, ça a été génial. Donc Red Bull ne peut qu'apprécier. Alors je ne sais pas si vous avez vu, ça vient de tomber à l'instant, mais Ayumu Iwasa, peut-être qu'il y en a qui l'ont oublié, mais Ayumu Iwasa va faire la première séance d'essai libre avec Visa Kasha Pressing Bulls au Japon aux côtés de Yuki Tsunoda. Pour évidemment bah, le côté japonais, le côté voilà, un line-up 100% japonais, il y a Honda qui est content, c'est à la maison, voilà, enfin, vous voyez bien. Ça montre quand même que Iwasa n'est pas totalement écarté de la lutte pour la Formule 1. Mais il part de très loin. Il part de très loin. Voilà, en super, j'aurais peut-être un peu embelli les choses, mais c'est vrai que, comme le dit Arturo, en Super Formula, sa première course c'était bien naze. Il a été assez discret, il a été assez discret, et c'est vrai que voilà. En fait, les points de comparaison, c'est Liam Lawson qui a été exceptionnel l'an passé en Super Formula, et ou même voilà des points de comparaison encore plus anciens avec Pierre Gasly en 2017, qui sont tous les deux des pilotes Red Bull qui ont été amenés, qui sont allés au Japon. Cyclo Exam qui nous dit c'est un peu ça qui me fait peur, même si Adjar fait une super saison, ça va être dur de passer devant Iwasa et Lawson qui a même des chances de choper le baquet de Ricardo d'ici quelques grands prix. Mais pour moi en fait, Red Bull ne compte pas sur Iwasa. Alors déjà, Iwasa c'est un pilote Honda avant tout,
et on sait que Honda va bientôt partir chez Aston Martin. Donc, Hadjar, même si, c'est vrai que Hadjar a fait 14e de F2 et Iwasa 3e de F2 l'an passé, mais en tout cas dans la hiérarchie de Red Bull, au vu des pilotes qu'ils ont alignés sur les essais libres en fin d'année, Hadjar est devant Iwasa dans la hiérarchie. Donc Hadjar, il a juste à faire ce qu'il fait actuellement pour avoir un baquet de F1. Il a juste à faire, voilà, à performer en F2, à être solide, à pas faire d'erreur, à essayer d'éviter que les moteurs Mekachrome explosent. Et voilà. Mais voilà, c'est ça. C'est plus un coup de com' à mon sens de mettre deux pilotes japonais en essai libre à Suzuka, puisque voilà, ça fait très bien. Et Iwasa vole pas non plus totalement sa place. Hein. Et pour Lawson, c'est sûr que il est forcément devant Hadjar dans la hiérarchie. C'est logique, il a fait 5 grands prix, il a été très très bon, sinon excellent, en égalant globalement Tsunoda, voire même en le battant déjà. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Aussi, je ne compte même pas les rumeurs de Verstappen qui pourrait partir de Red Bull. Pour moi, ça me paraît totalement fou, mais je me rappelle que je disais aussi que Hamilton chez Ferrari, ça paraissait totalement fou et machin. Faut jamais dire jamais en F1. Voilà, il y a ces rumeurs de Verstappen chez Mercedes, je sais pas à quel point on peut les croire, mais ouais, voilà, on va voir, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être 4 baquets qui sont potentiellement libres chez Red Bull et Racing Bulls. Donc voilà, ce que fait Hadjar en ce moment, c'est parfait. S'il continue comme ça, il y aura un siège en F1 quasi garanti. Honnêtement, on sait à quel point Red Bull apprécie Hadjar, pas que Helmut Marko. Hein. Non. Enfin, justement, en tout cas, pas que Helmut Marko. Je sais que, voilà, Guillaume Roquelin, que Christian Horner aussi, et Peter Bayer, donc le nouveau chef d'AlphaTauri de Racing Bulls. Voilà, tout le monde apprécie le caractère d'Isaac. Voilà, donc si Horner prend le contrôle de Red Bull, c'est fort probable que Verstappen parte. Ouais, non mais c'est dingue. Pour le moment, les rumeurs, c'est Alonso chez Red Bull, Verstappen chez Merco et RB qui met un ultimatum à Ricciardo. Enfin, ouais. Bah, l'ultimatum à Ricciardo, donc a priori il aurait 2 grands prix pour ceux qui n'ont pas vu. Après, c'est des médias néo-zélandais qui l'annoncent, donc les médias néo-zélandais, je sais pas si c'est les plus objectifs. Je sais pas si c'est les plus objectifs vu que bah voilà, Liam Lawson il est néo-zélandais, donc je sais pas si c'est pour ajouter de la pression et qu'ils n'ont aucune info ou si ils ont quand même un truc. Ricciardo, j'espère que ça dégage, je peux plus le voir, nous dit que Zélande 4. Attendez, il a fait que 3 grands prix hein, pour l'instant, mais c'est vrai que je trouverais pas ça illogique hein, de mettre Lawson qui a montré qu'il méritait sa place. Ça paraît normal. Mais voilà, ça va être très intéressant le marché des pilotes chez Red Bull avec l'émergence d'Isaac Hadjar. Il y a aussi voilà, un Lawson qu'il va falloir placer. Mais honnêtement, ça va peut-être en choquer plus d'un, mais au vu de tout. Enfin voilà, du fait que Red Bull semble adorer au-delà du raisonnable Isaac Hadjar, je suis désolé, mais le gars a fait 14e de F2, c'était le moins bon des pilotes Red Bull, ils l'ont gardé. Je pense même que si Isaac continue comme ça, il va passer devant Lawson dans la hiérarchie, honnêtement. En fait, si Red Bull croyait tellement en Lawson, il l'aurait déjà mis en F1. Je pense qu'ils sont très contents du job que Lawson a fait, mais je sais pas pourquoi. Pour eux, c'est peut-être pas assez, ou peut-être qu'ils voient pas en lui un futur champion du monde, ou je sais pas. Mais j'ai pas l'impression que Lawson c'est le petit chouchou de Red Bull. Enfin, c'est un pilote qui est là, qui fait bien le taf, mais voilà. Ça va faire beaucoup de monde chez Red Bull l'année prochaine, ouais, ouais, clairement. Clairement. Tout ça pour qu'on finisse avec un duo Alonso-Hadjar chez Red Bull et que Hadjar mette Alonso à la retraite. C'est triste hein, de finir comme ça, mais bon. Il y a des rumeurs sur le retour de Sainz aussi dans le giron Red Bull. Ouais. Après Sainz, de toute façon, vu les perfs, hein, vu le Grand Prix qu'il vient de faire, tu m'étonnes qu'on va l'annoncer un peu partout. Lawson, pour moi, il a une énorme capacité d'adaptation, mais un plafond bien moins haut qu'Adjar, ça s'entend. Ouais, je suis d'accord. Bah, on sait que Lawson, il a cette statistique de gagner quasiment tout le temps à son premier week-end, donc ouais. Parfois, j'imagine Adjar chez un top team de F2 comme Art, Prema, Carlin, Invicta, car elle aurait fait des dégâts. Ouais, après, est-ce que les choses ne sont pas tellement en train de changer hein, parce que Art, Prema, je suis désolé, mais pour l'instant, c'est 9e et 10e au classement. Hein, alors qu'ils ont des top pilotes. Berman, Antonelli, Martins, O'Sullivan.
Donc voilà, j'ai pas envie de cracher sur Campos, ils font du très bon boulot, c'est peut-être pas la meilleure équipe, hein, on est tous d'accord sur le fait que c'est pas la meilleure équipe, mais ils font du taf très 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 solide. Un duo 100% espagnol chez Red Bull, ouais. Après, on sait jamais, peut-être qu'Alonso va péter un câble et essayer de tout faire pour. Ou il va prendre sa retraite et laisser sa place à Pepe Marty, on sait pas. Bon, en vrai, le problème pour Pepe Marty, c'est qu'il a eu un week-end très compliqué. On va y revenir. Donc, Art a mis tous ses efforts en F3 et pas en F2. Ouais, parfois, il faut faire des choix dans la vie. Hein. J'espère qu'ils auront aussi mis des efforts en Freca, vu qu'il y a 2 Français qui rouleront, mais on verra. Les ventes de Red Bull en Espagne, ça va dépasser leur PIB. Bah, mettez un duo Adjar-Dellini et voilà, là ça va relancer les ventes de Red Bull en France. Hein. Bon, écoutez, donc voilà, Isaac a été juste phénoménal et il est juste phénoménal sur ce début de saison. Campos a progressé comme high-tech, ouais, high-tech, très bonne surprise là encore, hein, quand même. Paul Aron qui arrive encore à faire des bons week-ends, des week-ends pleins. Prima 7 et ART 10, ok. Je savais que c'était tous les deux en fond de classement, je croyais qu'ils étaient à côté, mais non. Point très fort de Campos depuis quelques années, c'est les départs. Je sais pas quoi, mais ils ont chopé un truc. Marty et Adjar perdent pas de place à chaque fois, et pareil l'an dernier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah d'ailleurs, après ça s'est un peu retourné contre eux en course sprint où du coup bah ils ont pris un trop bon départ et du coup voilà quoi. Euh, Voilà. Écoutez, on va passer aux autres pilotes. On pourra revenir sur un peu sur Isaac Adjar à un autre moment, hein, à un autre moment du live. Euh, Est-ce qu'on parle quand même un peu. Il faut quand même qu'on parle de Victor Martins, car oui, on a un deuxième français. Il y en a peut-être beaucoup qui l'ont oublié, car là, tout à coup, les médias, ou en tout cas le grand public, a un peu entendu parler d'Isaac Adjar, hein, parce qu'il y a un français qui a gagné en F2. Et pour Martins, c'était le favori au titre. C'était le favori au titre. Il y a eu ces 2 premiers week-ends très compliqués, et en arrivant à Melbourne, il a dit que voilà, maintenant il voyait les choses comme c'est un championnat à 12 courses, que le championnat à 12 week-ends, et que le championnat à 12 week-ends, il commence maintenant à Melbourne. Le truc, c'est qu'il a fait cette double erreur, enfin ce double tête à queue en qualification, et qu'il a calé après, et que du coup ça l'a forcé à partir 21ème. À partir 21ème sur sur les deux courses, sprint et principale. Et que donc Martin s'était condamné à l'exploit. Et honnêtement, quand j'ai vu que Martin se partait 21ème des 2 courses, je me suis dit que ça allait être un peu mission impossible pour voir quelque chose de positif. Et là, en course sprint, rythme phénoménal, départ phénoménal, le gars fait 7ème. Et en course principale, le départ était aussi exceptionnel, il a gagné 9 places d'un coup. Et après, malheureusement, en fait, il a été un peu piégé comme Antonelli, comme Aaron, comme d'autres pilotes en s'arrêtant au stand trop tôt. Après, voilà, c'est pas de sa faute, hein, il pouvait pas le savoir. Hein. Mais voilà, et après cet arrêt au stand, il a été totalement englué dans le trafic au final. Il a été totalement englué dans le trafic, il a perdu des places, il en a regagné un peu, et puis au final c'était pas si fou. Et puis merci Bapt 1342 pour le follow, merci beaucoup. Donc clairement il n'a pas aidé par la safety car, au contraire d'Isaac Adjar, mais sur les 2 derniers tiers de course, en fait après l'arrêt au stand, Victor était beaucoup moins impérial, certes. Mais en attendant, en course sprint et sur le premier tiers, on a vu Victor et ART dans le rythme. Et ça, vraiment, c'est le truc positif. Car à Bahreïn et à Jeddah, le souci, c'est qu'il était très bon en qualif. Sur un tour, on sentait que bah, voilà, Martin, il était toujours parmi nous. Mais en course, il pouvait pas faire de miracle, quoi. Et ça dégringolait petit à petit. Donc voilà, il y a eu cette erreur en qualification, mais voilà, là cette fois c'était l'inverse, il s'est rattrapé en course, donc il y a des premiers points, certes il n'y a que 6 points, mais au moins ça commence à lancer la saison. Voilà, et maintenant il faut confirmer, il sera pas non plus en totale dépression en partant en pause, puisque malheureusement je vous rappelle que là on est parti pour une grande pause de F2, F3. On a fait 3 week-ends de F2, 2 week-ends de F3, mais le prochain week-end c'est à Imola, et Imola c'est dans presque 2 mois, c'est le 17-19 mai. Donc voilà. Voilà. Donc au moins voilà, Martin s'y partira pas en vacances avec cette impression que
il a perdu tout son talent. De toute façon, c'est pas possible de perdre tout son talent comme ça, hein. On sait, voilà, Victor Martin, c'est un pilote qui a eu énormément de péripéties dans sa carrière, énormément de moments où il a été genre dos au mur, abandonné de tous, et au final, il a toujours réussi à rebondir. Donc voilà, Victor, il va réussir à rebondir. Le truc, c'est jusqu'à quel point il va rebondir, puisque là, le baquet F1 de chez Alpine, probablement laissé par un Ocon ou un Gasly qui partirait ailleurs, il est en train de s'éloigner. Surtout quand dans le même temps, il y a Kouchmaini qui continue de faire des podiums et qui continue de jouer les premiers rôles en Formule 2. Elle est trop longue cette pause, ouais. Ça va me manquer, j'adore regarder la F3 et la F2 avant la F1. Bah, je vous avoue que moi, j'ai regardé la F3 et la F2 en direct et j'ai pas regardé la F1. Enfin, j'ai regardé la F1 un peu en différé de quelques heures, mais c'est vrai qu'on apprécie, on adore ces week-ends. Après, il y aura quand même un peu la F1 Academy à Miami entre temps, mais ça sera début mai, je crois. Mais pour toute la partie en Extrême-Orient, au Japon et en Chine, aïe, aïe, on va. Voilà, il n'y aura pas grand-chose. Il y aura pas grand-chose. Ça permet de mieux encaisser la balade Verstappen qui suit. Bah écoute, du coup, il y a eu un peu une petite surprise. Meini, j'ai quand même vraiment du mal à le voir en F1. Bah, en vrai, moi aussi, hein, c'est un truc que je dis depuis le début, mais c'est vrai que ça serait quand même assez fou vu qu'il n'a pas le palmarès le plus reluisant, mais voilà, pilote indien, marché indien, et qui donne des super performances actuellement. On va voir. Oublie pas Jack Doohan. Ouais, non, ouais, je l'oublie pas, mais j'avoue que pour moi, Jack Doohan, c'est un pilote qui peut être excellent, mais qui est trop irrégulier, et qui là aussi n'a pas un palmarès si incroyable. Genre, enfin, il n'a pas un palmarès si incroyable non plus. Ouais. Non, mais c'est vrai on peut pas écarter Jack Doohan, puisque c'est quand même le réserviste d'Alpine, mais bon. On pleure car il n'y a plus de resto 5 étoiles, et tu nous dis, ça va, il y a McDo, j'ai zéro confiance en la F1 Academy en termes de spectacle. Ah, en termes de divertissement, Nick, je sais que tu apprécies le divertissement, il y en a du divertissement. Crois-moi, nos deux Françaises en plus sont spécialistes pour nous offrir du divertissement. Donc voilà. Dans tous les cas, sans le titre, je vois pas comment il passerait devant Douane pour un éventuel baquet. Ouais, non, c'est ça. Pour moi, Martins, voilà, c'est un truc que je dis depuis très longtemps. Il a besoin du titre F2. Au contraire d'Isaac Hadjar, qui lui a moins cette obligation de résultat. Martins, il a toujours cette obligation de performer, puisque voilà, c'est un pilote qui n'est pas très soutenu financièrement. Donc voilà, la saison s'est lancée pour Victor. Il n'y a pas tout qui est acheté sur ce week-end, loin de là. On a vraiment vu de très belles choses pour une fois. Il a arrêté la spirale négative. Maintenant, voilà, pour le retour en Europe, voilà, il faudra des podiums, des victoires. Il faut réenclencher la machine. Il y a du mieux. Il y a du mieux. C'est pas encore totalement ça, mais il y a clairement du mieux. Et aussi, voilà, les bonnes surprises. Je vous avoue qu'on va pas passer sur tous les pilotes en détail, mais voilà, il y a des pilotes qui ont surpris plus que d'autres. Alors, on en a parlé très brièvement, mais Ritomo Miyata, il a fait un double top 5 après avoir été absolument nulle part et quasiment tout le temps dernier à Jeddah. Il était dans le rythme de Maloney, il a d'ailleurs marqué, attendez, il a marqué plus de points, non, il n'a pas marqué plus de points, il a marqué un point de moins que Maloney. Mais voilà, Ritomo Miyata, on sent que ça commence à progresser, qu'il commence à s'y faire à la F2. Les tests à Barcelone, j'espère ART vont se relever. Ouais, en fréca, je pense, tu dis. Je pense que ce n'est pas complètement impossible de voir un duo Douane-Martins chez Alpine l'année prochaine si Gasly et Ocon se tirent vitesse grand V. J'ai du mal à voir quand même les deux partir parce qu'il faudrait qu'ils aient une meilleure off, enfin une meilleure équipe tous les deux. Autant, enfin, ouais, j'ai du mal à voir les deux partir. J'ai du mal à voir deux baquets se libérer pour les deux Français en même temps. Mais bon, on verra. Et ouais, deux rookies, ça serait un pari, genre à la Schumacher, Mazepin chez Haas. On a vu ce que ça a donné. Dans les bonnes surprises, il y a aussi Crawford qui avait un très gros rythme et un safety car l'a empêché de faire un gros résultat. Oui, après on en a pas mal parlé lors du live de la course principale, où c'est vrai que Crawford était hallucinant, même avec des pneus très usés. Il était parfois plus rapide que Isaac. C'est même dommage en fait qu'il ait eu cet arrêt au stand obligatoire, mais grosse gestion des pneus, plus rapide que Maini. C'est dommage qu'il soit parti de la 22e place à chaque fois. Malgré son choke en qualif, oui, non, c'est ça, il s'est totalement foiré en qualif. Mais très gros rythme en course, donc voilà, chez Dams non plus, tout n'est pas à jeter, même si c'est vrai, voilà. D'ailleurs, il y a quoi entre Dams et Crawford? La vidéo était lunaire, voilà, pour ceux qui ont
qui ont peut-être pas vu sur Twitter après son crash en qualification sur le stream officiel de la F1, sur la F1 TV, sur Canal+, on a clairement entendu Dams descendre Jack Crawford en disant ouais, le gars il a fait P1 une fois et puis après il se croit arrivé, il fait que des conneries depuis. C'est sa première erreur. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'était la première erreur de Crawford cette année, ou en tout cas le premier crash. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Merci Tanguy le BG de la Terre pour le follow. Wow, tous les messages, attendez. Wow. Pourquoi Maini s'est arrêté aussi tardivement? Bah tout simplement comme Crawford en fait. Leur stratégie était foutue. Au moment où il y avait la safety car au début, bah en fait ils étaient sur les mauvais pneus. Donc il fallait les faire tenir le plus longtemps possible et espérer une nouvelle safety car pour espérer sortir à la lutte avec Hadjar, Aaron, Antonelli, etc. Mais au final, bah, cette safety car n'est jamais arrivée. Donc ils l'ont espéré jusqu'au bout de la course. Et au final, bah voilà, c'est pas arrivé. Donc ils sont ressortis en dehors des points. Mais de toute façon, il n'y avait pas de. Même s'ils s'étaient arrêtés plus tôt, bah ils seraient ressortis 15e, 16e. Bon, enfin, malheureusement, ils ont attendu une safety car qui n'est jamais venue. C'est quoi l'histoire entre Maloney et Miyata? Bah, l'histoire, c'est juste qu'ils sont coéquipiers. c'est juste qu'ils sont coéquipiers et que Maloney a plus d'expérience en Europe et avec la voiture, donc c'est très positif pour Miyata d'être dans ce rythme. Après, voilà, il a été parfois un peu chanceux, mais quand même, voilà, il y a une grosse progression. Ça me surprend pas qu'Arthur Leclerc allait mal en fin de saison. Quelle ambiance chez Dams? Ouais, non, mais c'est dingue, tous les retours que j'ai chez Dams, c'est pas la forme. Hein. En interne, c'est vraiment, vraiment pas la forme. Je sais pas, l'effet Charles Pic a l'air d'être un peu retombé. Hein. On se souvient de l'idylle quand il y avait encore Iwasa. Et jusqu'à mi-2023, globalement, j'ai l'impression que tout était merveilleux, tout était beau. Charles Pic, c'est le directeur, c'est le président de l'équipe. C'est le président de l'équipe Dams. Il a racheté l'équipe en 2022. Il a racheté l'équipe et il y a eu cet effet, voilà, c'était la folie, c'était génial. Dams remontait la pente et depuis presque un an maintenant, ça commence à et ça veut aller en F3. Bah, c'était ce qu'on entendait il y a un an, mais maintenant j'ai plus l'impression que ça soit dans les plans. Donc voilà, je sais pas si Charles Pic est toujours dans le bateau ou pas, ou j'ai pas plus d'infos que ça, mais c'est vrai que ouais, impression qu'ils sont voilà, qu'ils sont balèzes en effet. Bah on le voit plus alors que c'est vrai, on le voyait souvent dans le paddock, on le voyait souvent sur le muret des stands en 2022 surtout, et il a petit à petit disparu. Les F2 vont faire des tests à Barcelone, non? Il y a peut-être des essais en cours de saison. Maintenant que tu le dis, il y a peut-être ça quand même. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Juan Manuel Correa est tellement un mauvais choix à mon sens. Bah pour moi surtout le choix de l'argent. Hein. Le choix de l'argent malheureusement. Kimi, bonne course, même si j'espérais un premier podium. Ouais, c'est vrai, il n'est pas passé loin. Il y a une erreur en course sprint, mais le rythme en qualif et en course pour Antonelli, c'était très 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 positif. C'était très 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 positif. Il y a des choses encore à corriger. Hein. Il y a encore des choses à corriger. Je pense qu'il le sait très bien sur le rythme de course. Il tenait une deuxième place. Hein. Il tenait une deuxième place derrière Isaac et au final, il est battu par Aaron et Maloney. Voilà, il y a quand même. Et aussi, je sais pas à quel point il y a une vraie rivalité entre Aaron et Antonelli, mais j'ai vu des gens en parler dans le chat. Mais c'est vrai que Mercedes, ils ont lâché Aaron pour ouvrir la voie à Antonelli à la F1. Mais voilà, pour l'instant, Aaron fait un excellentissime début de saison, faut le dire. D'où Villa Gomez marque plus de points en 3 week-ends qu'en 2 ans de F3. Bah, c'est comme Cordil, hein. Comme Cordil, qui a marqué plus de points sur 2-3 week-ends en fin d'année 2022, je crois, que dans toute sa carrière de F3, de F2. Donc voilà, enfin je pense que parfois quand même la F2, hein, voilà, il y a un peu des inégalités parfois, on le sait, hein, pour Cordil, le fait qu'il ait performé genre sur 2-3 week-ends en toute fin d'année 2022, voilà, il y a des petites magouilles a priori, qui ne seront jamais montrées au grand public, hein, mais voilà, parfois des moteurs un peu plus puissants que d'autres, voilà. Mais après, pour Villa Gomez,
en fait, j'ai du mal à lui tomber dessus, hein. Pour moi, il est surtout opportuniste. Il fait pas vraiment beaucoup d'erreurs. Et en vrai, j'ai l'impression qu'il mérite ses points. Alors voilà, pour Cordil, fin 2022, alors voilà, c'est jamais des choses qui ont été confirmées à 100%, hein, mais voilà, c'est ce qui se murmure de façon très insistante dans le paddock, que voilà, le président de la F2 aime bien Amaury Cordil, qu'il y a des bons contacts entre les deux, et que voilà, il a été un peu aidé. J'espère que je vais pas je vais pas me prendre des coups de pression par la FOM pour ce que je dis, mais voilà, puisque tout à coup, en fait, ouais, tout à coup, il jouait les top 5, on sait pas comment, et puis après, début 2023, il est nulle part à nouveau, il marque plus aucun point. Voilà. Antonelli, je l'attends beaucoup à Imola, il doit connaître le circuit par cœur. Ah, je veux pas dire que c'est son circuit maison, mais de toute façon, tous les circuits en Italie, c'est sa maison, le pilote italien, testé en F4 Italie depuis très 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 longtemps. Oui, moi aussi j'attends Antonelli, et je pense qu'il y a moyen qu'il joue une victoire, enfin qu'il joue la première victoire, un premier podium. On rappelle que pour l'instant, Prema n'a toujours pas eu de podium cette année en F2, je trouve ça dingue. 94 pommes qui nous dit Schumacher en F3 Euro en 2018, c'est la même chose ou pas du tout? Bah ça peut pas être la même chose. Ça peut pas être la même chose puisque c'est pas les mêmes organisateurs déjà, c'était un championnat totalement différent. Et après voilà, ça c'est des mécaniciens des ingénieurs, des mécaniciens de Prema qui ont dit des choses voilà, sur les réseaux sociaux en disant que ça restait légal, mais voilà, il savait de façon consciente qu'il donnait le meilleur moteur à Schumacher et qu'il était à la limite de la légalité. Attends, mais ton scoop sur les moteurs, en fait, malheureusement, c'est quelque chose qui est qui est présent dans toutes les formules de promotion. Et ça, on le sait plus ou moins. Il y a des équipes qui, parfois, n'ont que un très bon châssis, un très bon moteur. Et du coup, ils le donnent à un pilote et pas à l'autre. Et malheureusement, ça crée des inégalités. Alors, oui, tout le monde a la même voiture, mais il y a des châssis, des moteurs plus performants que d'autres. Et aussi, il y a des histoires de réglage qui font que voilà, il y a des différences entre les équipes, mais même il peut y avoir des différences sur deux équipes, sur deux voitures d'une même équipe. Ça peut totalement arriver. Ça peut, surtout dans les petites équipes. Donc voilà. Homero, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Non, 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 mais par contre, genre par exemple, je sais qu'il y a des équipes comme RS, par exemple en Freca, qui utilisent plusieurs châssis, plusieurs moteurs, et qu'ils essayent de choisir les trois meilleurs pour être sûr d'avoir les trois meilleurs qui sont à peu près égaux en Freca. Mais pas tout le monde peut se permettre d'avoir autant de châssis, autant de moteurs de rechange, de réserve. Donc voilà, c'est ce qui peut expliquer par exemple que voilà, il n'y a qu'une seule voiture qui performe pour une équipe de temps en temps. Euh, donc oui, pour en revenir à Antonelli, oui, il connaissait aucun des trois circuits, c'est très positif, mais voilà, il y a des petites erreurs par-ci par-là, il y a des choses à corriger, le rythme de course, etc. Ouais. Oui, le vieux châssis Campos en F3, nous dit Jackie Carty, et d'ailleurs ça c'est des informations publiques. En 2022, Pepe Marty avait un châssis très ancien qui datait de 2019 et il avait été totalement anonyme. En 2023, il a eu un tout nouveau châssis et tout à coup, bam, il était incroyablement fort. Et c'est Hugh Barter qui avait récupéré le vieux châssis. Et bizarrement, Barter était un peu nulle part. Alors qu'on sait que c'est un très très bon pilote. Donc voilà, malheureusement, et on n'a pas toutes les infos. Alors oui, pour les châssis, c'est public. Je me rappelle plus du site internet pour avoir ces informations. Pour les châssis, c'est public. Pour les moteurs, c'est compliqué. Mais comment c'est possible quand tu payes ton année plusieurs millions d'euros? Ouais, ouais. Et bienvenue dans le merveilleux monde des formules de promotion. Euh, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, malheureusement. Mais après, enfin, c'est des choses qui sont connues, en tout cas. Enfin, c'est des choses qui sont quand même connues dans le milieu. Par exemple, Sami Mektounif, il s'en est pas caché que il avait beaucoup payé pour avoir le châssis, pour avoir le moteur de Bortoleto de l'an passé, puisque enfin voilà, il est reconnu un peu que voilà, c'était peut-être le meilleur châssis moteur de l'équipe, et donc du coup, Mektounif, il a essayé il a payé la somme qu'il fallait pour avoir la voiture de Bortoleto. Donc voilà. Qu'est-ce qui devient Barter d'ailleurs? Bah écoutez, il fait du coaching sur iRacing.
c'est encore pire que Adrien David qui lui au moins fait du coaching pour des vrais pilotes. Barter, voilà, c'est complicado. Ouais, mais quand tu joues ton avenir en sport auto et que tu te retrouves avec le châssis maudit, ah mais je suis sûr qu'il y a plein de carrières qui ont été brisées à cause de ça. Des pilotes d'ailleurs exceptionnels, d'ailleurs en GT, en endurance, qui ont dû avoir des carrières flinguées en monoplace à cause de choses comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Ou des pilotes qui s'épanouissent totalement en IndyCar et voilà, qui en formule de promotion européenne ont galéré. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive. Et c'est très triste, ouais. Écoutez, donc voilà, donc Antonelli, ça monte en puissance, et il y a, voilà, pour Paul Aron et Kouchmaini, encore une fois, les deux surprises du début de saison qui ont encore confirmé, qui ont encore montré qu'ils étaient là, toujours aux avant-postes. Colapinto qui progresse, mais voilà, il a été disqualifié enfin en course principale, donc la malchance continue un peu pour le pilote argentin. Stanek qui a gagné sa première course, donc Trident qui relève un peu la tête de l'eau. Voilà, il y a eu des bonnes surprises un peu partout. Il y a eu des bonnes surprises un peu partout, mais il y a aussi eu des pilotes qui sont passés quand même à côté de leur week-end, et je suis forcément obligé de parler de Dennis Auger, qui est passé de héros à zéro. Il avait signé sa première pole position le vendredi. Il avait fait une très bonne course sprint, et après, il s'est crashé tout seul. On a pensé lors du live qu'il y avait une roue qui était mal serrée, mais j'ai regardé le compte Twitter de MP Motorsport qui dit bien que malheureusement Denis Auger s'est crashé tout seul avec les pneus froids. Il nous a fait une pourchère Zandvoort 2023. Voilà, compliqué pour Denis Auger qui aurait pu totalement, peut-être, je sais pas, relancer sa carrière, mais en attendant, du coup, là, ça cale un peu. Ça cale un peu, et c'est dommage. Il y avait moyen de faire. Ouais, il est à sa 3e saison, il y avait moyen de. Voilà, c'est dommage. Après, voilà, la saison est très loin d'être finie. On voit qu'il a un meilleur rythme que les 2 années passées. Donc voilà, mais il y a cette erreur bête. Erreur que n'a pas fait, par exemple, un Drugovic sur sa 3e année. Drugovic faisait très très peu d'erreurs. Sans Kimi, Aaron aurait dû être dans la Prema, et finalement pas plus mal pour lui. Ouais, finalement, hein. On va voir sur toute la saison, parce que je pense que Prema et ART d'ailleurs vont revenir dans le match progressivement. Mais j'avoue que Aaron, il est 2e au championnat dans son high-tech. Je sais pas si ça va durer toute l'année, mais très 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 bien. Berman aurait pu jouer la victoire à Jar si Prema ne fait pas le double arrêt. Ouais. J'y avais pas pensé, mais ouais. Ils ont fait rentrer Berman en même temps qu'Antonelli. Alors peut-être que Berman était vraiment en ultra galère avec ses pneus, hein. On sait que tous les pilotes qui étaient partis en pneus tendres ont très vite, on voulait tous rentrer le plus tôt possible. Isaac, il a réussi à faire tenir ses pneus un tour de plus, et au final c'est ce tour de plus qui a fait que il est rentré au bon moment sous la virtual safety car. Donc ouais, c'est difficile, on refait pas l'histoire, mais c'est vrai que Berman avait la bonne stratégie quand même. Enfin, s'il s'était arrêté un tour plus tôt, un tour plus tard, ça aurait été parfait. Benavides, on a pas mal parlé dans le podcast Pit Stop, si ça vous intéresse, ces histoires de châssis. Ah, c'est intéressant, je note. En vrai, s'il continue comme ça, Aaron il sera forcément chopé par une autre académie. Je sais pas si ça sera forcément, mais c'est vrai que c'est l'un des pilotes libres le plus intéressant actuellement. Pour un rookie, alors certes, il a déjà, enfin c'est en 2004, il a déjà 20 ans, 20 ans ou 19 ans. Mais c'est très 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 solide ce qu'il montre, et clairement pas beaucoup, et moi non plus, hein, je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là en tout cas. Donc ouais, 20 ans, ok, 20 ans. On sait qu'il va finir chez Sauber ou Weston, force à lui, on n'est pas ensemble, hein, du coup c'est pas. Voilà, Sauber ou Weston, ça veut dire les académies qui servent un peu à rien. Aussi, petit carton jaune quand même pour Pepe Marty et Zach O'Sullivan. Alors Pepe Marty, il a fait une bonne qualif, il a fait une bonne course sprint. Enfin, la course sprint, de toute façon, elle a même pas duré 100 mètres avec le départ avec Isaac Hadjar. Mais il avait fait un super départ. Et malheureusement, ça a craqué, hein, ça a totalement craqué sur la course principale. Il avait fait un bon départ. Il était même 5e à un moment. Et voilà, il s'est arrêté voilà, dans ce tour crucial, dans ce tour trop tôt. Et il est ressorti englué dans le trafic. Et là, on l'a vu faire des erreurs de débutant. Mais comment lui tomber dessus, c'est un débutant. C'est un débutant. Donc voilà, il a accroché Berman.
il a un peu coulé petit à petit durant toute la course. Et ça partait très bien. Donc c'est dommage, c'est dommage. Marty qui like le poste de la pénalité d'Adjar. Ah ouais? Ah ouais? Puisqu'en tout cas, Campos a pris énormément la défense d'Isaac, hein, en disant que voilà, la décision était injuste, etc. Machin. Ah, j'avais pas vu ça. Bah alors, Pépé. Bon, en tout cas, voilà, au final, ça c'est un peu le karma. Enfin, si c'est vrai ce que dit Aiko 7, le karma s'est un peu retourné contre lui, du coup, avec cette course principale très compliquée. Et on va parler d'un sujet qui va peut-être fâcher Oliver Berman. Oliver Berman, qualifié 16e, battu par Antonelli en qualifié en course, qualifié 16e mais qui a eu le même souci que Isaac Hadjar, c'est-à-dire qu'il allait améliorer et voilà, intégrer minimum le top 10, mais a priori, même s'il avait fini ce dernier tour, il était quand même derrière Antonelli. Et de toute façon, en fait, même contrairement à Isaac Hadjar, Berman n'avait pas fait un super temps avant. Enfin, voilà, ça avait été compliqué en qualif et en course. Il a fait des très bons départs. Il a fait des très bons départs, certes. Et ça c'est... Bon, alors il y a une pénalité de 10 secondes pour un contact avec Durksen que je trouve totalement disproportionné, mais bon, passons, hein, les commissaires, voilà. Et en course principale, il arrache une c'était quoi, une 10e place non, une 9e place avec la disqualification de Colapinto, en étant là aussi sur la mauvaise stratégie. On rappelle que le début de course, il le passe dans les échappements d'Adjar, et après, bah voilà, il y a ce double arrêt qui passe derrière Antonelli. Alors voilà, est-ce que Prema a tout sacrifié, ou est-ce que Berman n'a pas réussi à faire tenir ses pneus assez longtemps? Mais voilà, pour qu'il soit obligé de s'arrêter dans le même tour qu'Antonelli, je pense que vraiment ça veut dire qu'il a dû galérer. Voilà. Attention au petit côté acquis après un bon week-end en F1. Bah c'est peut-être un peu ça, hein. C'est le retour à la réalité qui fait un peu mal. Je pensais vraiment que je m'inquiétais pour rien et qu'il allait directement répondre à tout le monde en disant F1, F2, moi de toute façon je suis très fort partout. Ah, ça a été plus compliqué que prévu, quand même. Il a quand même débloqué son compteur de points, mais voilà, la course, le week-end dans l'ensemble a été compliqué. Je suis désolé, mais Berman, tant qu'il n'arrive pas à être constant, il n'a pas sa place en F1 pour moi. J'aurais tendance à être d'accord avec Cyclo Exane. On se rappelle qu'en 2023, il a eu des hauts très hauts et des bas très bas aussi, et que donc, pour sa deuxième saison, voilà, une saison pour apprendre, une saison pour gagner, vous connaissez le truc. Le but c'était de trouver la régularité. Pour l'instant, la régularité, il l'a. Il l'a juste pas au niveau qu'il voudrait. Mais non, c'est juste que Prema avait le temps de faire le double arrêt et pas Campos. Bah non, Prema, ils n'avaient pas le temps de faire le double arrêt au final, puisque Berman, il s'est fait passer par plein de pilotes. Il s'est fait passer par plein de pilotes en perdant du temps derrière Anthony dans les stands. Ça passait ric-rac, mais au final, bah, c'est pas passé. Tu penses que Berman a une obligation de résultat où son talent peut faire qu'il pourrait avoir une place chez As, même sans ultra performance? C'est ultra difficile. Alors si Berman n'a pas été gêné au stand, je suis désolé, mais son arrêt est loupé, hein. Enfin, l'arrêt de Prema est totalement loupé. Et surtout, dans le trafic, il n'a pas réussi à dépasser. Dans le trafic, après, il n'a pas réussi à dépasser. D'ailleurs, on est d'accord qu'ils n'ont pas le droit de s'arrêter pendant la virtual safety car parce qu'Anthony Trevel les a traités presque d'idiots parce qu'ils ne rentraient pas au stand. Bah si, ils ont totalement le droit. Par contre, s'il y a un red flag, l'arrêt au stand ne compte pas, comme nous l'avait rappelé Homero pendant le live. Du coup, voilà, pour l'obligation de résultat pour Berman, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de raison, on peut pas s'inquiéter. Après, on dit toujours que voilà, on a la réputation de sa dernière course, etc. Mais en attendant, Berman a fait quand même des performances exceptionnelles en Formule 1. Il a fait des essais libres impressionnants. Il a fait des essais libres impressionnants chez As l'an dernier. Donc voilà, je pense que pour moi, il reste quand même favori. Mais il va falloir montrer de meilleures choses. Ah, ils peuvent sous Virtual Safety Car et pas sous Safety Car pour l'arrêt obligatoire. Et moi, je devrais réviser le règlement F2. Hein. Donc ils peuvent sous Virtual Safety Car, ok. Donc voilà, pour moi il doit faire quand même top 5 minimum championnat pour monter, mais bon, difficile à dire. Ouais, c'est compliqué. En tout cas, les points de super licence, il les a, mais ça va dépendre de la suite de la saison. Honnêtement, si tout le reste de la saison est comme les 3 premiers week-ends,
je vois pas de monde où il va en F1. Ce qui paraît fou après ce qu'il a montré à Jeddah. Et après, voilà, on n'oublie pas quand même qu'il a fait une pole position à Jeddah. On n'oublie pas. On n'oublie pas, mais Bahreïn, ça a été très compliqué, battu par Antonelli. Melbourne, il est encore battu par Antonelli. Ça va commencer peut-être à trotter dans la tête. Donc voilà. Ça va dépendre de Prema en fait. Bah non, c'est pas que de Prema. Le duel interne face à Antonelli, pour l'instant, il le perd. Pour l'instant, il le perd. Alors qu'on est sur des circuits où il est censé avoir l'avantage puisqu'il connaît très bien les circuits. Il connaît ses circuits au contraire d'Antonelli. Donc, en fait, Berman, il est dans une situation où, en fait, il est dans la situation du favori. Je l'avais dit en début de saison, mais c'est une situation très compliquée, une situation que Pourchaire, notamment en 2022 sur sa deuxième année de F2, avait eu beaucoup de mal à gérer. Bon, beaucoup de mal à gérer, il avait quand même fait deuxième au championnat, ce qui est pas mal. Mais voilà, c'est le super crack qui a sauté les catégories, qui a sauté la Freca, qui est monté direct en F3, qui a performé direct. Les trajectoires de carrière entre Pourchaire et Berman sont bluffantes. Vraiment, ils se ressemblent beaucoup les deux, avec voilà, des performances vraiment très marquantes sur une première année. Et sur cette deuxième année, on se demande justement si voilà, Berman va réussir à trouver cette régularité. Et pour l'instant, ben, c'est compliqué. Est-ce qu'il n'avait pas encore trop la tête à la F1 ce week-end? Ouais, possible. Mais bon, enfin, on savait qu'il allait, on savait à 99,9% qu'il allait rouler en F2. Voilà, voilà. Il y a un monde où les réglages Préma de base sont pas bons et Antonelli surpilote là où Berman reflète la perf de Préma. Ouais, mais ça veut dire que Antonelli est meilleur que Berman avec moins d'expérience, je sais pas. N'empêche, si on nous avait dit il y a un mois que Martin et Berman seraient 18 et 19 après 3 rounds, qui l'aurait cru? Eh ben, pas moi et pas grand monde. Voilà, après voilà, donc ça reste 3 meetings. Voilà, il va vite falloir réagir, et surtout dans le duel interne face à Antonelli. Pour moi, il peut pas se permettre d'être battu par Antonelli. Au-delà, voilà, du classement brut, puisque voilà, c'est un pilote qui a manqué un week-end entier alors qu'il partait en pole position. Voilà, s'il continue de faire 19ème au classement, je le vois pas monter en F1. Je le vois pas monter en F1. Il faut qu'il ressorte des performances marquantes. Je pense pas spécialement qu'il y ait besoin de régularité. Je pense pas qu'il y ait spécialement besoin de régularité, puisque voilà, Berman, ça reste un pilote de 18 ans. On peut peut-être lui trouver des excuses, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très prompts à descendre Théo Pourchaire sur sa deuxième année parce que monsieur n'avait pas gagné le titre. Voilà, si vous avez été aussi dur avec Pourchaire, faut aussi être dur avec Berman. Moi, j'ai pas envie d'être dur, donc je pense que voilà, il faut au moins remontrer des grosses performances. Il faut au moins remontrer des grosses performances comme il y a eu en 2021, et si possible faire mieux. Il a fait 6ème l'an passé, il faut faire mieux, purée, il faut faire mieux. Donc voilà, ça va être très intéressant. Aussi peut-être que les commentaires de Nico Hülkenberg sur le fait que si Berman faisait une mauvaise saison de F2, on l'oublierait. Je pensais honnêtement, j'ai vanné Hülkenberg moi au début, je me suis dit ah bah alors on flippe un peu Hülkenberg, bah peut-être que c'est quand même un peu entré dans la tête de Berman, donc on verra, une saison c'est long, hein. Une saison c'est long dans tous les sens, hein. Berman il peut encore gagner le titre, il peut finir 19ème de F2, on sait pas ce qui peut se passer, écoutez, est-ce qu'on referme le chapitre F2 pour le moment et on passe à la F3? Je vous avoue que bon, pour la F3, on va forcément passer un peu plus rapidement. On va aussi parler vite fait du karting. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je pense que mon article sur la Freca est sorti. Puisque je viens de me faire taguer sur Instagram par Feeder Series, donc je pense que mon article est sorti. Mon article sur la Freca est sorti, donc voilà, on pourra en parler après la F3, histoire de faire les choses dans l'ordre. Le problème c'est que plus la saison va avancer, plus Anthony va prendre ses repères, ouais, c'est le risque. Et en fait, quand t'es le grand leader expérimenté, chose que Berman n'a jamais vécu, t'as beaucoup à perdre face à un rookie plus jeune que toi. Donc voilà. Écoutez, donc voilà, le classement F3 avec Luke Browning toujours en tête du championnat à égalité de points avec Leonardo Fornaroli. Paulman est deuxième en course principale. Gabriel Emini est troisième et le vainqueur de la course principale, Dino Beganovic, est quatrième. Ensuite, on a les premiers rookies, Lindblad et Tramnitz.
Ensuite, on a Mansell, Van de Pen, Boya, Sami Mektounif, toujours présent dans le top 10 malgré son crash en qualification qui l'a condamné à quasiment l'impossible. Il a fait des belles remontées, mais voilà. 11e, Goethe, puis Montoya, Martinus Stensson qui a décroché sa première victoire en F3. L'étonnant Charlie Wurz, Santiago Ramos, Nicolas Tsoloff, Alex Dunn, Max Esterson et Nikita Bedrin qui sont les 19 pilotes à avoir marqué des points. Donc toujours pas de points pour des pilotes comme Kasper Stuka, champion de F4 italienne, pilote Red Bull Junior, ou Callum Voisin, champion de GB3 notamment. Donc voilà pour le classement F3. Beganovic, on en a en fait on a déjà fait un débrief F3. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, on pourra faire un débrief. Ils peuvent aller sur la chaîne YouTube de Percy VOD où voilà, il y a le débrief un peu de la F3. Et voilà, j'ai été vraiment étonné par la course de Dino Beganovic où il a vraiment été super solide. Ouais, c'est un peu ça, Joker 3, c'est excellent. Oui, Beganovic, il a un peu la même saison qu'Adjar en F2, avec la différence que du coup, il y a eu qu'un week-end avant Melbourne. Il n'y a eu qu'un week-end avant Melbourne, du coup, il n'y a pas cette impression que la malédiction s'acharne sur lui, etc. Mais voilà, Beganovic, il avait fait la pole à Bahreïn, on s'en rappelle. Et voilà, il avait eu des courses compliquées avec des accrochages par-ci par-là. Et là, voilà, en partant 3e, il a juste été impérial, solide. Sa victoire ne souffre d'aucune contestation. Il répond aux attentes et il met mon petit chouchou, Gabriel Emini dans l'ombre en fait. Malheureusement, Gabriel Emini il partait devant en qualification, mais il n'avait pas trop le rythme de Beganovic. Donc voilà, on sait que c'est des pilotes qui sont favoris au titre, qui sont redoublants. D'ailleurs, voilà, le top 4 de la course à Melbourne et le top 4 du championnat. Et le top 4, c'est 4 pilotes expérimentés. Donc ça montre que visiblement l'expérience ça aide quand même en F3, alors qu'on pensait que ça allait pas changer tant de choses que ça allait pas être si important. En tout cas, c'est ce que disaient certains teams principaux aux essais de pré-saison. En tout cas, c'est ce que disait le team principal de MP, en sachant que lui aligne 3 rookies, donc peut-être qu'il n'était pas super objectif. Je regarde pas trop la F3, Tsoloff est le crack qu'on annonce. Il y a quelqu'un pour lui dire. Malheureusement, je pense qu'il faut faire le deuil un peu de Nicolas Tsoloff. Bon, écoutez, on va en parler, on va en... Oh là là, vision. Bon, voilà, Nicolas Tsoloff, le souci, écoutez, je remets un peu, je peux remettre vite fait d'ailleurs le championnat. Nicolas Tsoloff qui est 16e, qui est redoublant, qui est battu par ses deux coéquipiers Mansell et Van Eupen qui ne sont pas considérés comme des cracks générationnels. Nicolas Tsoloff a commencé son week-end par un assassinat, une tentative d'assassinat en mettant Alex Dunn dans le mur volontairement. Voilà. Normal, chose qui m'arrive tous les jours, c'est vrai que je fais ça aussi, moi aussi. Voilà. Il n'a eu que 3 places de pénalité puisque les commissaires trouvent ça beaucoup plus pertinent de pénaliser Alonso de 20 secondes pour un lift and coast et Adjar et Berman de 10 secondes pour des incidents de course. Et en fait, tout part de là, puisqu'il a certes fait une bonne qualification, mais je pense qu'après les qualifications, où il a battu ses coéquipiers, il a vu les réseaux sociaux, et il s'est dit « Ah merde, j'ai peut-être fait une connerie ». Et oui, il a fait une connerie, et il s'est pris un torrent de haine pas possible. Voilà, il y a certaines réactions qui sont justifiées, mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est que ça tombe très rapidement dans l'excès. Comme à l'époque pour Deligny en novembre dernier, ça tombe très rapidement dans l'excès et voilà. Après, moi je pense, le truc qu'a fait Tsoloff pour moi c'est beaucoup plus dangereux. Bref. Et voilà, je pense qu'il a été totalement déconcentré, déstabilisé par tout ça et en course ça a été catastrophique. Il partait genre 9e ou 7e en qualification sur les 2 courses. Et voilà, ça n'a fait que descendre, aucun rythme. Et voilà. Voilà, c'est un pilote qui doit avoir la confiance détruite après ce qui s'est passé. Je vais pas dire qu'il l'a... évidemment, c'est en partie de sa faute, mais voilà, ça reste des pilotes très jeunes. Ça reste un pilote de 17 ans qui voilà, sur les réseaux sociaux, s'est pris un torrent de haine pas possible. Et forcément, ça blesse, ça blesse à tout âge. Pour moi, voilà,
en fait, aussi, je pense qu'il y a une énorme partie de la haine envers Tsolov qui est beaucoup à cause de l'absence de pénalité. Enfin, voilà, 3 places de pénalité sur la course sprint, c'est juste totalement ridicule et honteux, enfin, de la part des commissaires. Pour moi, c'était disqualification du déqualification au minimum. Et voilà, à partir de là, peut-être qu'on pourrait commencer à parler. Voilà, enfin, je sais pas ce qu'on pensait les commissaires à ce moment-là, mais ça paraît juste complètement dingue. Ça paraît complètement dingue, mais voilà, après, il y a beaucoup de la perte, son non-rythme en course, c'est vraiment surtout à cause pour moi, c'est vraiment à cause des réseaux sociaux, d'un pilote détruit intérieurement. Je pense. Après, voilà, la saison est encore longue, il faut se remobiliser. Je sais pas s'il est voilà, voilà. J'espère qu'il a un bon entourage. Je sais pas si Alonso c'est le meilleur pilote c'est le meilleur manager pour remobiliser un pilote. Ouais, 3 places à Tsolov et 10 secondes à Browning, genre normal. Bref, c'est ouais, une course de suspension, ça aurait pu s'entendre aussi. Je suis d'accord. Enfin voilà, pour moi, le minimum c'était disqualification de qualification, mais voilà. Écoutez, voilà, des rookies rapides. Donc, il y a eu la course sprint qui a été très 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 solide de Martinus Stenson et d'Arvid Lindblad. Mais il y a pas mal de points à améliorer. Pour Stenson, il a été éblouissant en course sprint avec voilà, cette première victoire. Mais en course principale, ça a été très très brouillon avec beaucoup d'accrochages, ça et là, beaucoup de petites erreurs. Et Arvid Lindblad, pour ceux qui étaient là sur le live de samedi soir, Arvid Lindblad, il a eu une perte de rythme incroyable en milieu de course alors qu'il se battait avec Browning pour la 4e place. Et bah au final, il s'est retrouvé 11e. Il n'y a plus de pneus. Il l'a dit en interview après coup. Il était vraiment juste en galère avec les pneus. Il les a trop usés en début de course. Et donc voilà, c'est normal. Ça reste des très jeunes pilotes, surtout pour Arvid Lindblad qui n'a que 16 ans. Ça fait partie du processus d'apprentissage. En tout cas, la vitesse, elle est là. Et sa 2e place en course sprint, waouh! Enfin, voilà, on sent qu'il en veut, le gamin. Les dépassements, l'agressivité, et ça reste quand même mesuré. Chapeau, chapeau. Voilà, il y a des choses à améliorer, mais ça commence très bien. Après, on se plaint que les jeunes pilotes font des manœuvres dangereuses, mais la FIA cautionne cela, alors on peut même pas leur en vouloir. Bah ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Stenson, je le vois pas perf tout de suite, mais plus en fin de saison, puis un titre en 2025. C'est possible. C'est possible. Je pense qu'il va peut-être avoir besoin de 2 saisons de F3, mais en attendant, voilà, on voit déjà des premiers coups d'éclat. Maintenant, il faut que ça se mette en place. Et sur la fin de saison, j'espère vraiment qu'il va challenger, Browning, en tout cas. Qu'il va challenger Browning, qui lui joue le titre, et alors que c'est son coéquipier. Voilà. Pour Sami Mektounif, évidemment, un petit point sur notre Français, qui a eu ce crash en qualification alors qu'il jouait le top 5. Alors que, oui, a priori, il avait le rythme pour un top 5 en qualification sans trop de soucis. C'est une erreur de débutant, mais là encore, c'est un débutant, donc c'est normal. Il y a eu des belles remontées en course, notamment en course principale où il remonte 12e, il avait fini à 1-2 secondes des points. C'est bien. En tout cas, je pense qu'il a vraiment beaucoup appris pendant ce week-end. Voilà, je vais pas tomber sur lui, ce genre de truc arrive. Faut juste qu'il apprenne de ça. Et pour moi, je pense que l'un de ses grands soucis à Bahreïn, c'était qu'il était trop timide au cœur du peloton, qu'il se faisait un peu trop bouffer. Là, voilà, je pense qu'il a beaucoup appris en faisant de très belles remontées. Voilà, le rythme est là. La saison est encore longue, hein, il reste 4/5 de la saison, il reste 8 manches. Voilà, je pense qu'il y a quand même du positif à tirer de ce week-end, mais voilà, il faudra tirer les leçons de tout ça, et quand même dans tout ça, il arrive à battre son coéquipier rookie Santiago Ramos. Bon, évidemment, il était derrière Fornaroli qui lui jouait la victoire. Voilà, dans les tops du week-end de F3 avant Open, incroyable, hein, c'est sa 3e saison en monoplace. Il avait fait 2 saisons de Freca, pas exceptionnel, enfin ok tiers, mais Van Open, bah, c'est solide, c'est quasiment le meilleur des pilotes ART. Donc très bon, très très bon. Le trio des Campos, enfin les 3 Campos étaient très homogènes et il n'y a pas eu d'accrochage. On a cru que ça allait très souvent s'accrocher entre Goethe et Boya. Ouais, Van Open il a skip la F4, il a commencé direct avec la Freca. Et Charlie Wurz,
incroyable. Enfin, incroyable. Charlie Wurz sur sa petite Genzer, 5ème. Un peu similaire à ce que Max Esterson avait fait à Bahreïn, où il avait fait, je crois, 8ème ou 6ème. Enfin, ou en tout cas, il avait marqué des beaux points. Voilà, cette Genzer, c'est possible qu'elle performe. C'est possible qu'elle performe. Après, voilà. Wurz, il m'a surpris quand on se rappelle de ses perfs en F4 et en Freka. Alors, en F4, c'était pas si mauvais. Hein. En F4, c'était pas si mauvais. Il y avait des victoires. Le gars était champion de F4 Emirati. Bon, certes, Antonelli, Camara n'avait pas fait tous les week-ends, mais quand même, il avait été champion. En Freka, ça a été plus compliqué, ça c'est sûr, on va pas se le cacher. Il était battu par Marcus Amand, il était battu par Van Eupen. Mais voilà, il avait même quitté la Freka en cours de saison pour aller dans la très faible Euro Formula Open, mais il a gagné des courses. Voilà, écoutez, on va voir comment ça progresse, Wurz. Mais déjà au Grand Prix de Macao l'an passé, il avait été très bon. Il avait fait ses débuts en F3 à Macao, et Macao c'est quand même pas le circuit le plus évident pour débuter. Et il avait été très 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 bon. Donc hâte de voir la suite pour voir s'il peut confirmer ou si c'est pas juste un coup d'éclat. Parmi les flops, bah voilà, Tsolov, on en a parlé. Je pense que c'est un pilote qui est vraiment détruit. La question pour Campos, c'est qui a récupéré le châssis maudit ou alors ils l'ont retiré. Bah, en tout cas, ça se voit pas. Hein. Enfin, ça se voit pas qu'il y a un châssis maudit là cette année, puisque voilà, les trois pilotes c'est assez homogène. Alors Montoya est un peu derrière, mais je pense que c'est plus en talent brut qu'il est derrière. Donc voilà. Dans les plus, ouais, il y a aussi Bedrin qui a marqué des points avec PHM, mais bah j'attendais un peu plus, puisque enfin, je me voile peut-être un peu la face, mais je pense que la PHM est peut-être meilleure que ça. Enfin, ou en tout cas, voilà, Bedrin c'est le leader de l'équipe, donc il y a des premiers points, mais je pense qu'il a le talent pour faire mieux que ça. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les tops, mais je sais que c'est totalement discutable. Pour les flops MP, toute l'équipe MP, sauf, allez, à la rigueur, Alex Dunn qu'on peut sauver, qui a eu quelques points, malgré le fait que Tsolov ait tenté de l'assassiner. Pas de points pour Team Tramnitz après avoir été le rookie le plus éblouissant à Bahreïn. Ça fait un peu mal. Ça va redescendre un peu la hype, la hype Tramnitz. Et le problème, ouais, voilà, c'est que autant Tramnitz, on a vu des bons trucs à Bahreïn, Dunn, on a vu des bons trucs sur les deux week-ends. On a vu des points sur les deux week-ends. Kasper Stuka, pour l'instant, c'est très discret. On sait que voilà, c'est un pilote qui passe de F4 à F3, donc compliqué. Compliqué. Bedrin a skip l'Africa aussi. Ouais, mais il a fait la Formule régionale Moyen-Orient et même il a fait quelques courses de Frika. Il en a fait quelques courses cette année. L'an dernier, en fin d'année dernière, il a été très très bon. Il a été très très bon, il a fait un podium avec Van Amersfoort, un top 5 avec Monolight. Donc voilà, Nikita Bedrin, pour moi, c'est un pilote que je place vraiment haut. Je sais que PHM, c'est pas la meilleure équipe, mais voilà, j'espère un peu plus. J'espère un peu plus qu'une 8ème place pour lui. Donc voilà, MP, ça a été très compliqué ce week-end. Et Mansell, bah, au final, à la maison, il a été battu par... Enfin, Van Eupen a été beaucoup plus impressionnant. Au final, il n'y a que 2 petits points pour Mansell à la maison. Après ce qu'il avait montré à Bahreïn, j'avoue que j'en espérais plus, mais en attendant, il a quand même battu Tsolov. Donc voilà, en attendant, Mansell reste quand même le premier des ART au championnat. Avant de passer au karting, donc vous savez, dès qu'on parle de karting, ça veut dire qu'on s'approche de la fin du live. Ça veut dire qu'on s'approche de la fin du live. Voilà, l'article sur la Freka est sorti, donc attendez, je vais... Est-ce que je prends le risque d'ouvrir Mozilla? Je sais pas. Est-ce que je prends le risque d'ouvrir Mozilla? Écoutez, oui, parce que je suis un fou. Moi, j'ai pas peur. Donc voilà, j'ai balancé une exclusivité en Freka. Quel pied le karting à Valencia ce week-end? J'avoue que... Oh là là, Mozilla, c'est en train de pomper tellement d'énergie là. J'ai très peur. Malheureusement, j'ai pas pu regarder les courses de karting puisque j'avoue que j'ai été un peu en vadrouille tout le week-end. Mais j'ai regardé les résultats. Et j'ai vu que ça se passait très bien. Hein. J'ai regardé les qualifs, j'ai regardé les résultats des manches qualificatives. J'ai vu que ça se passait bien, notamment pour les Français. Et oui, voilà, comme je vais pouvoir le montrer incessamment sous peu, j'attends juste que ça charge. Hop. Oh là là, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué, l'ordi qui rame. Hop.
Bon, le temps que ça s'affiche, voilà, c'est Ardennes qui va quitter la Formule régionale Europe by Alpine. Ardennes, donc l'équipe qui a révélé, qui a notamment fait rouler Oscar Piastri en 2018. Hein, ils ont fait rouler Oscar Piastri en 2018. Oh ouais, c'est compliqué hein, l'ordi là. Bon, ils ont fait rouler Oscar Piastri en 2018, ils ont fait rouler pas mal de pilotes, le dernier en nom étant notamment Joshua Durksen, qui, l'air de rien, se débrouille pas mal en F2, hein, en fait. Ardennes, malheureusement, ça a été une longue descente aux enfers hein, depuis le passage en Freca. Et voilà. Donc Ardennes va quitter la Freca pour se reconcentrer sur les compétitions britanniques, sur la GB3, sur la GB4. Donc ça fait une équipe en moins. L'équipe Ardennes ne sera pas remplacée, ou en tout cas si elle est remplacée, ça ne sera pas cette année. Donc voilà, il y a aussi Monolight qui est toujours en bataille pour sauver sa place au championnat. C'est pas évident, on sait qu'ils sont notamment en discussion avec Kevin Foster, troisième de F4 France, on s'en rappelle. Ardennes, c'était l'équipe d'Antoine Hubert. Ouais, c'est pour ça que ça me brise un peu le cœur quand même que Ardennes ne roule plus en Europe. Mais oui, c'était l'équipe du regretté Antoine Hubert en Formule 2. Donc voilà, ils sont partis de la F2, de la F3 et maintenant ils partent de la Freca. Et aussi, j'ai même l'impression que même en GB3, ils sont en train un peu de se faire racheter par une équipe américaine. Je sais pas à quel point ça peut être lié à l'affaire Horner, puisqu'on rappelle que Ardennes c'est géré par Gary Horner, donc le papa de Christian Horner. Est-ce que ça peut être lié? En vrai, je crois pas, puisque je pense surtout que voilà, il y a des soucis un peu financiers pour l'équipe et que voilà, il faut se reconcentrer sur la Grande-Bretagne et que c'était pas forcément rentable de continuer à rouler en Freca, de continuer et surtout, comme je l'explique dans l'article, le problème c'est que voilà, il y a l'émergence de l'Eurocup 3 qui fait que il y a beaucoup de pilotes de F4 qui préfèrent aller dans un championnat de plus faible niveau, mais avec des chances de se battre pour des podiums plutôt que de se battre pour un top 15 en Freca et ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre, donc voilà, il y a Monolight qui est aussi en lutte pour survivre en Freca. Et voilà, on verra ce que ça donne. Après voilà, pour la Freca, je m'inquiète absolument pas. Je m'inquiète absolument pas puisque ça veut dire moins de voitures, certes, mais ça veut dire quand même une grille à 30 voitures, donc autant qu'en F3, même si Monolight part. Et ça veut dire aussi que ça veut dire qu'il y aura moins de mauvais pilotes, enfin en tout cas moins de pilotes payants, des pilotes plus compétitifs, moins de safety car, donc plus d'action en piste, donc voilà, tout n'est pas si négatif, tout n'est pas si négatif, et donc oui, par contre, il y a bien KIC Motorsport, eux, ils vont bien rester, avec notamment Nandavu de Biron Bagdi, donc voilà, hein, la F3 a Tassanapol Intra Pufasak, l'Africa aura Nandavu de Biron Bagdi, donc voilà, on va bien s'amuser hein, pour commenter les courses de Freca. Ne vous en faites pas, on va commenter, on commentera ça ensemble en temps voulu quand ça reprendra. Et oui, la GB3 aura des points de super licence, au fait, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tôt, hein, j'ai envie de dire, mais la GB3 va donner moins de points de super licence que les courses de F4, que les championnats de F4. Ça n'a aucun sens, mais voilà. Donc voilà, pour parler un peu du karting, Louis Iglesias, 16 ans tout juste, a fait son premier podium en championnat d'Europe de karting. Un pilote que j'apprécie tout particulièrement, qui a énormément gagné sur la scène nationale, qui avait fait quelques petites piges par-ci par-là en 2023 à l'international, il avait fait top 10 constamment. Ça avait été très impressionnant. Et là voilà, il confirme pour sa première saison à temps complet, Louis Iglesias qui fait le premier podium d'un Français en championnat d'Europe de karting depuis un certain Evan Gilter en fin 2022. On se rappelle de la saison 2022 où voilà, Gilter et Deligny se battaient pour les tout premiers rôles notamment. Iglesias, très opportuniste, qui a beaucoup progressé dans le week-end, surtout le dimanche. Ouais, les qualifs n'avaient pas été très bonnes, mais voilà, ça avait fait 11e. Ça avait fait 11e après les premières manches qualificatives, ça a fait 6e après la pré-finale, et voilà, ça a fait 2e après la finale, donc bravo à lui. Je sais pas si tu as des news là-dessus, mais j'ai vu un article comme quoi Dorian Pan devrait avoir quelques courses en Freca plus tard cette année.
Oui, bah alors on sait que Dorian Pain, elle teste des frécas depuis très longtemps, depuis 2022. Le truc, c'est où ça? Puisque chez Prema, il y a Camara, Hugo Chukwu, Wharton et Marta Garcia. Marta Garcia, elle est dans la quatrième Prema parce que en fait, elle a droit à elle a droit à être, pardon, Prema a le droit à une quatrième voiture parce que Marta Garcia a fait top 3 en F1 Academy, elle a même été championne, donc voilà, il y a cette dérogation. Dorian Pain, elle n'a pas encore fait. La saison de F1 Academy n'est pas finie, et la saison de F1 Academy se finit plus tard que la Freca, donc je ne sais pas si Dorian Pain serait autorisé dans cette quatrième préma. Je sais pas. Garcia, j'ai peur pour elle honnêtement. Ah bah oui, enfin, ça va être compliqué hein, face à ses coéquipiers, on va pas se le cacher. C'est une pilote hein, qui a déjà fait les W Series, qui faisait partie des meilleurs pilotes, mais on a bien vu que Jamie Chadwick, par exemple, ça avait été très léger. Donc, euh, donc voilà, je suis pas non plus super optimiste pour elle. Dorian Pain, donc oui, il y aura, elle est préparée, hein, elle est clairement préparée pour monter en Freca. On sent que le plan pour Dorian Pain, au vu du début de saison en F1 Academy, c'est de monter en F3 FIA l'an prochain, et que donc, pour parfaire sa formation, il serait bon, il serait opportun de faire quelques courses en Freca en fin d'année. La question, voilà, c'est où? Ça, pour l'instant, je sais pas trop. Est-ce que ça peut être chez KIC? Peut-être voilà une petite équipe, comme un peu Maillaveugle l'a fait. Je sais pas exactement. Je sais pas exactement. Voilà, pour en revenir au karting, donc voilà, Louis Iglesias très bon. On va suivre avec attention la suite de sa saison. Oui, victoire de Gabriel Gomez, 18 ans, qui ne devrait pas passer en F4, à moins d'une surprise de dernière minute. Bondaref, lui, il est passé à côté. Voilà, bah écoutez, vous faites le débrief pour moi. Xelan4 qui dit très bien, Bondaref, il n'était pas dedans, à ma plus grande surprise. Contrairement à Ramakers qui a fait une remontée de fou dans la course finale. Harris, vous voulez pas faire un peu de chauvinisme? Bah ouais, mais Harris, ils peuvent pas aligner une quatrième voiture. La quatrième voiture, elle est seulement à une pilote du top 3 de F1 Academy. Et honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils virent Taponen ou Deligny ou Zachary David. À la rigueur, le plus à risque, ce serait peut-être Zachary David, vu qu'il n'est pas soutenu par une académie, mais bon, il apporte pas mal d'argent, Zachary David. Donc voilà, oui, en Oka Junior, c'est le Belge Dries Van Langendonk, le champion du monde en titre, qui s'est imposé, et Thomas Pradier, un peu mon petit chouchou en Oka Junior, a répondu présent, très solide 8ème. Là aussi, les qualifs avaient été un peu compliqués, mais il est aussi remonté au fil du week-end. Donc voilà, moi je suis content, il y a mes deux chouchous, Iglesias et Pradier, qui ont répondu présent. Donc voilà, ça va être à suivre de très près. On rappelle que la prochaine manche du championnat d'Europe, c'est en France. C'est en France, à Val d'Argenton. C'est dans un mois. C'est dans un mois, c'est le week-end du 27 avril. Je ne sais pas si je serai sur place. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Niklas Schaufler était le meilleur du week-end, mais il s'est fait sortir. Ouais, il s'est fait sortir par qui déjà? Mais j'ai vu ça, j'ai vu qu'il s'était fait sortir. Et oui, Schaufler qui est surveillé par Red Bull car il est autrichien. Maintenant, est-ce que c'est bien d'être autrichien en ce moment, vu les guerres de pouvoir qu'il y a chez Red Bull? Je sais pas. Bref, donc voilà, il y a surprenant en tout cas. Et aussi, il y avait il y avait aussi le championnat de France de karting qui débutait à La Hague, en Normandie. Et là, on a bon, les Français au pouvoir, je veux dire, c'est un peu normal. Les rookies, surtout les pilotes les plus jeunes, ont triomphé. C'est Théo Polican, né en 2012, qui a triomphé. Vainqueur devant un redoublant, Maël Le Marchand. Matteo Rivals a été très bon. Théo Polican, pour ceux qui ne le connaissent pas, il vient de le Haut-de-Garonne. Donc voilà, s'il y a des gens toulousains dans le chat, bah écoutez, vous avez peut-être une nouvelle pépite, hein. Vous n'avez pas que Antoine Dupont, vous avez aussi peut-être Théo Polican bientôt en karting, évidemment, qui va peut-être marcher sur les traces de Romain Andriolo et actuellement en Freca. Il y a aussi eu Matteo Rivals, très bon aussi pour ses débuts. Enfin, voilà, Polican et Rivals, c'est deux pilotes qui viennent du Mini 60, donc de la base, enfin, de la catégorie 8-12 ans, et qui montent dans la catégorie au-dessus. Voilà, c'est des débuts très intéressants. On rappelle que c'est un championnat qui a sacré, qui a vu plusieurs très prestigieux pilotes comme Isaac Adjar, Pierre-Louis Chauvet, Sami Mektounif, Victor Bernier,
ou plein d'autres, Enzo Peugeot plus récemment, Dorisson, Bernier, ou Paco Weissenberger, Lisa Billard. Donc voilà, performer dans ce championnat, ça montre quand même un sacré talent. Il y avait un Belge qui a performé, en l'occurrence avec Senna Meunier. Angelina Proenka a été la meilleure féminine, mais c'est que 8ème, et vu qu'elle est née en 2009, bah, j'ai tendance à pas tellement m'emballer que ça, puisque en 2009, elle pourrait limite quasiment faire ses débuts en F4. Donc voilà. Il roule où Amine Pantoli? Eh bien, Amine Pantoli, qui est un peu la star de tous les médias, Amine Pantoli, il était engagé sur ce même circuit. Il était engagé sur ce même circuit, donc j'ai un peu suivi ses résultats. Il était engagé dans la Ligue de Normandie, enfin dans le championnat régional de Normandie, dans la catégorie mini 60, puisque il a absolument pas l'âge de rouler au championnat de France junior. Pour l'instant, Amine Pantoli, il a juste 8 ans, je crois. Voilà, malheureusement, le week-end partait bien, mais au final, je crois qu'il a fini 5ème ou quelque chose comme ça. Et c'est mon petit chouchou qui a triomphé avec Charles Ural qui a gagné. Donc voilà, Amine Pantoli, c'était bien, c'était un bon week-end, mais malheureusement, ça a pas si bien fini que ça. Écoutez, voilà, surtout ce qui va être très intéressant, c'est le week-end à venir. Le week-end à venir va commencer un peu tard puisque c'est le week-end de Pâques. Et donc, le week-end va s'étendre de vendredi à lundi. Et en fait, vendredi, ça sera juste une journée d'essai privé. Il n'y aura pas vraiment d'enjeu. Donc, il va y avoir le retour de la GB3, donc de la F3 britannique à Oulton Park. Ça va être le début de saison. Enfin, en fait, c'est le début de saison européenne. On a eu le début de saison international de F2, de F3. Ils sont passés en Asie, ils sont passés en Australie, etc. Là, maintenant, ça reprend vraiment en Europe, ça reprend chez nous. Donc voilà, avec la GB3 en Grande-Bretagne, mais surtout ce qu'on va suivre tout particulièrement, c'est en France, la F4 française. Ton favori pour la F4 France, Weissenberger? Non. Pour moi, c'est 40A. Pour moi, ça va se jouer entre 40A et Bernier. Mais ça, justement, on va faire un grand live. On va faire une preview de la F4 française. Merci, prof Olivier, pour le follow. Merci à toi. Voilà, on va faire un grand live de preview. La question, c'est mercredi ou jeudi. Je vous avoue, moi, j'ai peut-être... Je sais pas. Choisissez, et on essaiera de faire selon. J'avoue que peut-être mercredi serait peut-être un peu plus simple. Voilà, en tout cas ça sera en soirée, hein, ça sera dans les mêmes horaires à peu près 18h15, 18h30. Donc voilà, un preview de la F4 France où il y a pas mal de choses à dire. Voilà, j'avoue que mes favoris, moi, mes chouchous, c'est Jules Caranta et Augustin Bernier. Bah écoutez, je pense que ça sera mercredi soir du coup. Ça sera mercredi soir où voilà, on montrera les horaires. Je tenterai, je sais pas si je pourrais streamer quelques courses puisque voilà, week-end, c'est un week-end de Pâques, pas mal de fêtes de famille, donc je sais pas exactement si moi je serai dispo pour streamer les courses, mais vous en faites pas, je serai présent au moins sur Twitter. Donc écoutez, on part sur mercredi, 18h30. On part sur mercredi 18h30 pour streamer ça, ou 18h15, bon écoutez, je redirai l'horaire exact, mais voilà, mercredi soir, grand live de preview de la F4 France. Voilà, ça va parler de Jules Caranta, d'Augustin Bernier, de tout plein de jeunes talents qui vont éclore cette année, qui ont été déjà très intéressants pour certains en essai de pré-saison. On aura l'occasion d'en reparler, mais donc voilà, le week-end au final, donc il n'y a pas de F1 forcément, pas de F2, pas de F3. Il y aura une journée d'essai privé vendredi, et essai libre et qualif c'est samedi seulement. Et les 2 premières courses sont le dimanche, et la 3e course est le lundi de Pâques. Donc voilà, ça va être un week-end un peu décalé. On a eu l'habitude de suivre des week-ends de jeudi à samedi avec à Bahreïn et à Jeddah. Mais là, ça va être plutôt un week-end de samedi à dimanche. C'est qui déjà le japonais Taku Masato? Non, c'est Taito Kato, qui va être un pilote à surveiller et qui va peut-être potentiellement embêter nos pilotes français, on y reviendra. C'est un pilote qu'il va falloir surveiller, envoyé par Honda, tout comme Ayumu Iwasa ou d'autres avant lui, donc forcément l'un des favoris au titre. Écoutez, est-ce qu'ils vont streamer la première course? Ah, c'est la grande question, hein, c'est la grande question à chaque fois. Je pense que oui, hein.
Je pense que pour les coupes de Pâques, il stream toutes les courses. Il commence le stream dès le début du dimanche, puisque bah, c'est Pâques, donc enfin, c'est l'une des journées phares. Donc je pense qu'ils vont streamer les trois courses. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que oui. Attends, j'ai les horaires. Peut-être parfois il y a écrit quand c'est diffusé. Parfois c'est écrit quand c'est diffusé, donc je vais voir sur les horaires provisoires s'il y a écrit quelque chose. Do. Non, non, bon, non. En tout cas, c'est pas marqué sur les horaires provisoires, donc je ne sais pas, mais je pense que oui, les trois courses vont être streamées. Oui, voilà, l'an dernier, tu avais aussi tout le GT, tout ça, donc je pense que oui, les trois courses seront streamées. Voilà. Pour ceux qui veulent un peu de lecture pour cette soirée, voilà, il y a mon article sur feederseries.net qui est sorti sur l'Africa. Il n'y a pas Automoto la chaîne qui diffuse les coupes de Pâques chaque année. L'année dernière, c'était la chaîne L'équipe. C'était la chaîne L'équipe, donc je ne sais pas qui a les droits pour cette année. Mais d'habitude, ouais, il y a aussi une chaîne qui est diffuse. Et sinon, bah, c'est disponible sur YouTube gratuitement. Donc voilà, pour ceux qui veulent un peu de lecture, il y a mon article sur feederseries.net sur l'Africa. Il y a aussi, donc jeudi, bon, donc après mon live de preview de la F4 France, voilà, il y aura l'article, mon guide, mon grand guide de la saison, pour feederseries.net. Et donc voilà, écoutez, c'est une semaine où on va pas s'embêter. C'est une semaine où on va pas s'embêter. Et voilà, encore une fois, profitons de ces moments de joie où on est tout content qu'un Français ait enfin gagné en F2, qu'il ait enfin eu de la chance, que voilà, la roue a tourné, mes amis. Donc voilà, on a des raisons de se réjouir. Profitons de ces instants. On ne sait pas s'ils vont durer. Mais en tout cas, voilà, on a eu énormément d'émotions positives ce week-end. Et ça, on en avait bien besoin après les deux premiers week-ends de F2. Donc voilà, sur ce, je vais vous quitter. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. C'était un peu chaotique le début. Je ne sais pas comment je vais m'arranger d'ailleurs pour la rediffusion. Mais voilà, merci beaucoup d'être resté avec moi. Et voilà, écoutez, on se laisse. On se retrouve mercredi soir aux alentours de 18h, 18h30 pour la preview de F4 France. Et écoutez, d'ici là, passez une très bonne soirée et un très bon début de semaine. Voilà, très bon début de semaine. Et voilà, on se retrouve mercredi. Salut, bonne soirée.